En vidant la malle de mon défunt père, je trouve un reçu mystérieux. Au dos, une invitation à tout recommencer. Poussé par la curiosité, je m'y rends. La barista m'y attendait. Quel secret mon père m'a-t-il légué? J'étais en train de vider la malle de marin de mon défunt père quand j'ai trouvé le reçu qui a tout changé. La malle était restée dans mon garage pendant des années, accumulant la poussière, le cadenas en laiton terni et grippé. Il était parti depuis que j'avais 19 ans, officiellement porté disparu au combat après un déploiement dont personne dans la famille n'aimait parler. Quand j'ai enfin eu le courage de l'ouvrir, je pensais simplement trier des médailles et des uniformes pour les donner. Je ne m'attendais pas à trouver un indice, un minuscule bout de papier qui a fait trembler mes mains. Le reçu était froissé, délavé, d'un café appelé le café de la seconde chance. Je n'en avais jamais entendu parler. Au dos, d'une écriture que je ne reconnaissais pas, il était écrit « Revenez quand vous serez prête à tout recommencer ». Je me suis assise sur le sol froid en béton, fixant ces mots. Il semblait trop personnel pour être le fruit du hasard. Mon père avait été un homme discipliné, du genre à étiqueter chaque dossier et à polir chaque médaille. Il ne laissait pas de messages énigmatiques, mais il avait toujours cru au bon timing. L'ordre des choses est important, Élise, disait-il souvent. Même dans le chaos, trouve la bonne séquence. Je ne savais pas ce que tout recommencer signifiait pour moi. J'avais servi 10 ans chez les fusiliers marins. J'avais fait mes missions, dirigé ma section, obtenu mes décorations. Mais après mon retour à la vie civile il y a 2 ans, j'étais à la dérive. La vie de civil était plus bruyante que n'importe quel champ de bataille. Le silence me rendait agité. Le bruit me rendait anxieuse. J'avais 33 ans, je travaillais à temps partiel dans un bureau d'aide aux anciens combattants, expliquant à d'autres soldats comment reconstruire leur vie, alors que la mienne était entreposée dans des cartons. J'ai retourné le reçu. L'encre avait légèrement bavé, comme si elle avait été en contact avec de l'eau ou de la sueur. J'imaginais les mains rudes de mon père le pliant, son pouce pressant cette légère tache près du coin. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être son écriture. Sa cursive avait une inclinaison plus nette, mais la pensée m'a tout de même frappé en plein cœur. C'était peut-être une blague, un bout de papier laissé par quelqu'un d'autre, mais mon instinct me disait le contraire. Il me disait d'y aller. Le café était à l'autre bout de la ville, une demi-heure de route dans la circulation de Toulon. J'ai failli ne pas y aller. Ça semblait ridicule de chasser un fantôme à cause d'un reçu de café. Mais rester à la maison me paraissait pire. La malle gisait ouverte sur le sol, les médailles brillant sous la lumière du garage, et ce simple morceau de papier était comme un battement de cœur que je ne pouvais ignorer. Quand je suis arrivé, le café de la seconde chance avait l'air ordinaire. Une petite boutique nichée entre une laverie automatique et une librairie, le genre d'endroit qu'on rate si on cligne des yeux. Les clochettes sur la porte ont tinté quand je suis entré. L'air sentait le café et quelque chose de sucré, comme des brioches à la cannelle tout juste sorties du four. Quelques clients étaient assis tranquillement, lisant des journaux ou tapant sur des ordinateurs portables. Tout semblait chaleureux, familier, presque mis en scène. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 60aine d'années. Cheveux gris attachés, manches retroussées, un regard bienveillant mais vif. Elle a levé les yeux, m'a vu et a souri comme si elle m'attendait. Je me demandais quand vous viendriez, a-t-elle dit. Ces mots m'ont glacé. Pardon? Elle s'est essuyée les mains sur un torchon, calme comme tout. Vous êtes ici pour quelque chose que vous avez trouvé dans une malle. Ma gorge s'est nouée. Comment savez-vous ça? Elle a hoché la tête vers le reçu délavé dans ma main. Parce que c'est mon écriture. Pendant une seconde, le monde entier est devenu silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la machine à expresso. Je me suis approché, le cœur battant. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, il y a environ 6 ans. Elle m'a étudié attentivement, comme pour me comparer à un souvenir. Il m'a dit que vous viendriez quand vous seriez prête. Je ne pouvais plus respirer. Qui vous a dit ça? La femme, Jeanne, comme l'indiquait son badge, a souri doucement. Votre père. Ça n'avait aucun sens. Mon père est mort. Jeanne a penché la tête. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis resté là, agrippé au comptoir, essayant de donner un sens à ces paroles. Chaque partie logique de mon être voulait sortir, mais quelque chose l'espoir, peut-être me retenait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous aviez perdu votre chemin.
que vous finiriez un jour par le chercher, pas de la manière habituelle, mais à travers quelque chose de petit. Un message. Un rappel. Je la fixais, attendant la suite. Mais elle a simplement attrapé une petite boîte sous le comptoir. En bois patiné, de la taille d'une boîte à cigares. Elle l'a glissée vers moi. Il a laissé ça ici pour vous. Il a dit de ne vous la donner que lorsque le moment serait venu. Mes doigts tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvait un briquet Zippo en argent rayé, gravé de ses initiales. En dessous, un morceau de papier plié. L'écriture de mon père, cette fois-ci, sans équivoque. Les mêmes lignes inclinées que j'avais vues sur les cartes d'anniversaire et les vieilles notes de mission. Élise, tout recommencer, c'est dire la vérité. C'était tout. Pas de signature, pas d'explication, juste ces mots. Je me suis assise à la table la plus proche, prise de vertige. Dire la vérité sur quoi? Il avait été capitaine de frégate dans la marine nationale, strict, respectueux du règlement, parfois froid, mais jamais malhonnête. J'ai déplié la note à nouveau, espérant y trouver un sens caché. Les bords étaient jaunis, l'encre légèrement bavée, comme si elle avait été écrite à la hâte. Jeanne a posé une tasse de café à côté de moi. C'est la maison qui offre, a-t-elle dit. Il aimait le sien noir, sans sucre. J'ai pensé que vous l'aimeriez peut-être aussi. Je ne l'ai pas bu. J'ai juste regardé la surface sombre, observant le reflet des lumières du café ondulé. Venait-il souvent ici? Pas souvent, a dit Jeanne. Juste une fois, la veille de son dernier déploiement. Nous avons parlé pendant des heures. De vous. Cette dernière partie m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. De moi. Elle a hoché la tête. Il a dit qu'il avait été trop dur avec vous. Que les fusiliers marins et la marine nationale partagent la couleur de l'uniforme, mais pas toujours le même langage. Il voulait que vous sachiez qu'il vous respectait, même s'il ne le disait pas assez. J'ai senti ma gorge se serrer. Mon père n'était pas un homme de mots tendres. Il dirigeait avec des ordres, pas des excuses. Entendre cela d'une étrangère semblait impossible, et pourtant, cela lui ressemblait tellement. Jeanne s'est appuyée sur le comptoir, le regard fixe. Il m'a dit, s'il lui arrivait quelque chose, de vous rappeler que l'honneur n'est pas une question de vengeance. C'est une question de rétablir la vérité. Je ne pouvais pas répondre. Mes mains étaient toujours serrées autour du briquet. Le métal était froid, lourd de souvenirs. Dehors, le soleil de fin d'après-midi avait commencé à décliner, teintant les fenêtres d'ambre. Je suis restée assise longtemps après que le café a refroidi. Les mots tournaient en boucle dans ma tête, tout recommençait. Dire la vérité. Quand je me suis finalement levée pour partir, Jeanne m'a interpellé. Vous reviendrez. Je me suis retournée. Comment pouvez-vous en être si sûr? Elle a souri doucement. Parce que vous n'avez pas encore fini. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai gardé le briquet sur ma table de chevet, son poids comme une encre à côté de moi. La note était dépliée sur la commode, où je pouvais la lire chaque fois que je me retournais. Tout recommencer, c'est dire la vérité. J'ai répété ces mots jusqu'à l'aube. Au matin, j'ai décidé de retourner au café. Pas parfois, par entêtement. J'avais besoin de faits. J'avais passé ma vie à suivre des rapports, pas des énigmes. Si mon père avait vraiment laissé quelque chose pour moi, je voulais la preuve du comment et du pourquoi. Jeanne était déjà derrière le comptoir quand je suis arrivé, arrangeant des pâtisseries dans la vitrine. L'endroit sentait le pain chaud et les grains torréfiés. Elle a levé les yeux, sans surprise. « Bonjour, commandant Lombard », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Comment avez-vous » Elle a souri. « Il m'a dit que vous monteriez en grade un jour. » Il en était fier. J'ai dégluti difficilement, l'esprit en ébullition. Vous connaissiez le grade de mon père, son unité? J'en savais assez. Elle m'a indiqué un tabouret près du comptoir. Asseyez-vous. Je vous ai préparé quelque chose de plus fort que le café d'hier. Quand elle a posé la tasse devant moi, j'ai remarqué ses mains, stables, expertes, la marque d'une bague sur un doigt qui n'en avait pas vu depuis des années. Racontez-moi comment vous l'avez rencontré, ai-je dit. Jeanne a pris une lente inspiration, le regard perdu comme si elle regardait un vieux film. Il est entré en civil, mais il se tenait comme un officier. C'était presque l'heure de la fermeture.
Il a commandé un café noir et s'est assis juste là-bas. Elle a pointé la table du coin, près de la fenêtre. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il avait juste l'air d'un homme luttant contre ses fantômes. Que vous a-t-il dit? Qu'il avait fait une erreur en laissant le silence parler à sa place dans sa famille. Il voulait réparer quelque chose, mais ne savait pas comment. J'ai senti ma poitrine se serrer. Il est parti pour son dernier déploiement le lendemain. Jeanne a hoché lentement la tête. Il le savait aussi. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je pourrais peut-être vous aider à retrouver votre chemin. Alors il m'a laissé autre chose pour vous. Mon pouls s'est accéléré. Autre chose? Oui. Elle s'est accroupie derrière le comptoir et a soulevé une petite caissette en acier, du genre utilisé pour les dépôts d'espèces. Le cadenas était vieux mais poli. Il m'a dit de ne pas l'ouvrir. Il a dit que la clé viendrait avec la bonne personne. J'ai fouillé dans ma poche et senti le briquet. La base avait une petite encoche, à peine visible auparavant. Je l'ai tournée doucement et une minuscule clé en est sortie. Jeanne a souri faiblement. Il avait pensé à tout. Le cadenas a cliqué, métal contre métal, un son fort dans le café silencieux. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Une photocopie pliée d'un rapport d'incident de la Marine nationale, une petite photo et une autre note manuscrite. La photo était ancienne, mon père en uniforme, le bras autour d'un officier plus jeune aux yeux vifs et ambitieux. Au dos était écrit « Croiseur Foch, mars 2008 ». L'officier à côté de lui était identifié comme le lieutenant de vaisseau Étienne Dubois. Mon pouls s'est accéléré. Ce nom m'était familier. Dubois avait pris la parole lors d'un événement d'anciens combattants il y a 2 ans. Un consultant en défense tiré à 4 épingles, qui parlait de leadership et de responsabilité. Je lui avais serré la main brièvement après. Il m'avait regardé comme si j'étais invisible. Je me suis tourné vers la photocopie. C'était une partie d'un résumé d'enquête navale. La moitié des lignes étaient noircies, mais je pouvais distinguer des mots. Dysfonctionnement matériel. Exercice de sécurité reporté. Objection du capitaine de frégate Lombard consignée. Annulation de l'objection signée. Dubois. Mon estomac s'est noué. Papa avait signalé un problème de sécurité. Dubois l'avait ignoré. La note en dessous était courte. L'écriture de mon père, encore. Si tu lis ceci, c'est que la mère a gardé ma vérité plus longtemps que je n'ai pu. Ne laisse pas le silence gagner, Élise. Dis la vérité, peu importe ce qu'il en coûte. Je suis restée assise, incapable de parler. L'air du café semblait lourd, épais de souvenirs et de trahison. Jeanne a tendu la main par-dessus le comptoir, son contact léger mais rassurant. Il portait un fardeau dont il ne pouvait se défaire. Je pense qu'il espérait que vous finiriez ce qu'il avait commencé. Mais pourquoi moi, ai-je murmuré. Il avait des officiers, des avocats, des archives. Pourquoi moi? Parce que vous portez son nom, a dit doucement Jeanne. Et parce que vous savez ce que servir signifie. Vous comprenez le devoir, mais vous comprenez aussi la douleur. Il croyait que seul vous pouviez transformer la vérité en quelque chose qui guérit. J'ai regardé à nouveau le document. 6 marins étaient morts dans cet incident. Le rapport parlait d'une défaillance système inévitable. Mais si cette preuve était réelle, ce n'était pas inévitable. C'était de la négligence. Étouffé. Pendant des années, j'avais cru que la mort de mon père était un accident. J'avais même douté de lui parfois, après avoir entendu les rumeurs parler d'insubordination, de décision hâtive pendant une tempête. J'avais enfoui cette honte profondément. Et maintenant, voici la preuve qu'il avait eu raison. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine comme une marée. Dubois est toujours là, menant une vie confortable, donnant des discours sur le leadership alors que le dossier de mon père mentionne une possible faute professionnelle. Jeanne n'a pas scié. Alors vous savez ce que vous avez à faire. Le dénoncer. Elle a secoué la tête doucement. Dire la vérité. Il y a une différence. Je me suis reculé, la mâchoire serrée. Vous parlez comme lui. Bien. Alors peut-être que vous l'entendez, lui aussi. J'ai glissé la photocopie et la note dans mon sac. Mon pouls battait toujours la chamade, mais sous la colère, il y avait de la clarté. Le genre que les fusiliers marins appellent verrouillage de cible. Je me suis levé pour partir. S'il y a plus, je dois le savoir.
Il y a quelqu'un qui a servi avec lui, a dit Jeanne. Un homme nommé maître principal Martin, à la retraite, qui vit maintenant près de l'hôpital d'instruction des armées en ville. Il venait ici parfois. Il demandait toujours des nouvelles de votre père. Il disait que l'histoire officielle ne lui avait jamais paru juste. J'ai hoché la tête, mémorisant le nom. Alors que je me tournais vers la porte, Jeanne m'a interpellé. Élise. J'ai regardé en arrière. Si vous vous lancez là-dedans, faites-le pour la bonne raison. Votre père voulait la paix, pas la vengeance. Souvenez-vous de ça quand les choses deviendront difficiles. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je ne me faisais pas confiance pour le faire. Le soleil dehors était dur, presque aveuglant après la chaleur du café. Je suis monté dans ma voiture, j'ai agrippé le volant et j'ai fixé mon reflet dans le rétroviseur, les yeux rouges, la mâchoire crispée. La paix était noble, mais la paix ne laverait pas son nom. La vérité le ferait. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit vers le quartier de l'hôpital, le zippo encore chaud dans ma poche, les mots tournant en boucle dans ma tête. Tout recommencer, c'est dire la vérité. Mais alors que j'arrivais au premier feu rouge, je n'ai pu m'empêcher de penser que parfois, pour dire la vérité, il faut d'abord brûler les mensonges. Le quartier de l'hôpital militaire sentait toujours le vieux papier et le café brûlé. Les murs étaient tapissés d'affiches de recrutement délavées. Devenez vous-même. J'avais déjà parcouru ces couloirs pour aider d'autres vétérans avec leurs papiers. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était moi qui chassais les fantômes. Le maître principal Martin n'a pas été difficile à trouver. La réceptionniste m'a dirigé vers le petit déjeuner des vétérans qui se tenait tous les mardis dans la salle commune. Crêpes, œufs brouillés et une douzaine d'hommes aux cheveux gris portant des casquettes qui disaient « Algérie, Indochine, Golfe ». Le genre de camaraderie silencieuse que les civils ne comprennent jamais vraiment. Il était assis au bout de la table, les épaules larges même à 70 ans, ses mains calleuses et cicatrisées, le genre d'homme qui avait passé plus d'années en mer que sur terre. Quand je me suis présenté, son front s'est plissé une seconde avant de s'adoucir. « La fille de Thomas Lombard », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Vous avez servi avec lui sur le Foch ?» Absolument. Il m'a fait signe de m'asseoir. C'était mon commandant. Le meilleur foutu officier que j'ai jamais eu. Mort en héros, ont-ils dit. Ses yeux se sont rétrécis. Ce n'est pas l'histoire que vous avez entendue, n'est-ce pas? J'ai hésité. Ils ont dit que c'était un accident. Un dysfonctionnement matériel pendant une tempête. Mon oncle a dit que papa avait peut-être désobéi aux ordres. Qu'il avait paniqué. Le rire de Martin était sec. Thomas Lombard, paniqué. Aucune chance. Il s'est penché plus près, la voix basse. Il a déposé 3 rapports avant ce déploiement. Il disait que le nouveau calendrier de maintenance était une catastrophe annoncée. Dubois est passé outre. Il a dit qu'on s'en occuperait au prochain port. Puis cette tempête est arrivée. Il a fait une pause, se frottant la mâchoire. On a perdu la pression sur le pont inférieur. Lombard est resté en bas jusqu'à ce que le dernier gamin soit sorti. Quand ils ont trouvé le journal de bord plus tard, la page de signature pour l'annulation de l'objection avait disparu. Juste disparu. Ça aurait pu être un accident, ai-je demandé. Martin a secoué la tête lentement. Les accidents n'effacent pas les signatures, et les hommes comme Dubois n'aiment pas les taches sur leur dossier. Mon pouls battait dans mes oreilles. En avez-vous déjà parlé à quelqu'un? Il a souri tristement. Je l'ai dit à la commission d'enquête. Ils ont dit que ma mémoire était floue. Puis ils m'ont mis en retraite anticipée pour examen médical. C'est le jargon de la marine pour « ferme-la et prends ta retraite ». J'ai ravalé la boule qui montait dans ma gorge. Parleriez-vous à nouveau si je rendais cela public? Il m'a examiné. Vous portez toujours l'uniforme. Non, ai-je dit doucement. Mais je me souviens de ce que cela signifie. Il a hoché la tête. Alors oui, je parlerai. Mais soyez prudente, commandant. Dubois a des amis haut placés. Il siège maintenant dans des comités de contrat de défense. Les mêmes personnes qui ne veulent pas que de vieilles histoires refassent surface. Si vous creusez trop profond, vous trouverez votre propre nom sur une liste. Ça ne me faisait pas peur. Ça me motivait. Je l'ai remercié, nous avons échangé nos numéros, et je suis sorti sous le soleil du matin.
La chaleur du Var frappait comme un haut fourneau. Je suis resté là un long moment, pensant à la signature manquante, aux pages effacées, à la cérémonie creuse où il nous avait remis le drapeau plié de mon père. Pour la première fois, je me suis demandé si ce drapeau avait été plié sur un mensonge. De retour à la maison, j'ai tout étalé sur la table de ma cuisine. Le zippo, la photocopie, la photo, la note de Martin griffonnée sur une serviette. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai déposé une demande auprès de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, ce soir-là, formulaire 1122-EB. Ce n'était pas ma première. J'avais aidé de nombreux vétérans à retrouver leur dossier, mais cette fois, le formulaire semblait plus lourd. J'ai cité l'affaire, le navire, la date et le numéro de rapport de la photocopie. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. L'email de confirmation est arrivé presque immédiatement. Votre demande a été reçue. Délai de réponse estimé, 8 à 12 semaines. 8 à 12 semaines. La tactique dilatoire préférée de la bureaucratie. Je me suis versé un verre et je me suis assise sur le canapé, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi. La voix de mon père résonnait faiblement dans ma mémoire. On ne peut pas presser la mer, Élise. Il faut juste rester à flot jusqu'à ce que la marée tourne. Mais la patience n'avait jamais été mon point fort. 3 jours plus tard, Jeanne a appelé. Vous avez été bien occupé, a-t-elle dit quand j'ai décroché. Comment le savez-vous? Elle a ri. Vous avez ce son agité dans la voix. Le genre de son que les gens ont quand la vérité est assez proche pour être goûtée. J'ai demandé le rapport officiel, ai-je dit. Maintenant, j'attends. Alors n'attendez pas seulement. Écoutez. Écoutez quoi? Les gens qui étaient là. Ce soir-là, je suis retourné au foyer des vétérans. Certains hommes étaient encore là après les heures d'ouverture, échangeant des histoires autour d'un café noir. Je leur ai dit qui j'étais, ce que j'essayais de faire. La plupart étaient polis mais hésitants jusqu'à ce qu'un homme, un technicien radar nommé Bernard, prenne la parole. Votre père a maintenu le navire stable pendant cette tempête, a-t-il dit. Nous étions censés être confinés, mais il est resté sur le pont. Il a dit qu'on ne pouvait pas se permettre une autre défaillance système. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'a abandonné personne. Il a sauvé 3 d'entre nous avant que le pont ne soit plongé dans le noir. Il a fait une pause, le souvenir lui nouant la gorge. Après ce qui s'est passé, Dubois est passé dans les quartiers, a dit à tout le monde de s'en tenir à la version officielle, a dit que si nous nous soucions de la réputation de la marine, nous nous tairions. La pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un n'a-t-il enregistré ça, ai-je demandé. Non, a dit Bernard. Mais je me souviens de chaque mot. Je l'ai remercié, le cœur lourd de gratitude et de rage. De retour dans ma voiture, j'ai repassé chaque conversation dans mon esprit. La voix calme de Jeanne, la voix rocailleuse de Martin, les yeux hantés de Bernard. Les fils se resserraient. Il y avait une histoire ici, et j'étais la seule à vouloir la raconter. Mais ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question d'honneur, un mot que mon père m'avait inculqué depuis l'enfance. Il m'avait dit un jour que l'honneur n'est pas une médaille. C'est la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste. Pourtant, je ne pouvais pas prétendre que la colère n'était pas là. Chaque fois que je pensais au visage suffisant de Dubois à ce banquet de vétérans, serrant la main de généraux et de politiciens, ça me brûlait. 2 semaines ont passé. Je vérifiais mes emails chaque matin, attendant une réponse de la CADA qui n'arrivait jamais. Puis un après-midi, en quittant le travail, j'ai trouvé une enveloppe sous mon essuie-glace. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en lettres capitales. À l'intérieur se trouvaient des pages photocopiées, des portions du journal de maintenance du Foch. Une entrée se démarquait. Exercice reporté par le commandant en second Dubois en raison d'un conflit d'horaire. Le capitaine de frégate Lombard a objecté par écrit. Entrée retirée du rapport final. En bas, une petite note au stylo. Il n'avait pas tort. Certains d'entre nous s'en souviennent encore. J'ai regardé autour de moi dans le parking, m'attendant à moitié à voir quelqu'un m'observer, mais il n'y avait que le bourdonnement du trafic et le soleil couchant se reflétant sur les toits des voitures. Quiconque avait envoyé cela était proche, quelqu'un qui voulait que je continue, mais discrètement. Cette nuit-là, j'ai étalé les nouveaux documents à côté des anciens. La note de mon père me fixait. Dis la vérité,
peu importe ce qu'il en coûte. Je réalisais ce que cela signifiait maintenant. La vérité n'allait pas venir de la marine. Elle devrait venir des gens qui l'avaient vécu et de moi, sa fille, pour lui donner une voix. Les mots de Jeanne résonnaient doucement dans ma tête. L'honneur n'est pas une question de vengeance. C'est une question de rétablir la vérité. Pourtant, en regardant le briquet dans ma paume, je me suis murmuré, parfois, pour rétablir la vérité, il faut se battre comme un diable. Et je savais exactement par où commencer. J'avais toujours cru que la marine gardait ses archives comme des écritures saintes, nettes, complètes et indiscutables. Cette illusion s'est brisée au moment où j'ai ouvert l'enveloppe de réponse de la CADA. La moitié des pages étaient noircies, des paragraphes, des signatures, même des dates caviardées sous un épais trait d'encre administrative. Il m'avait envoyé une histoire de fantôme en appelant ça une conclusion. Pourtant, j'ai scruté chaque centimètre. Enfoui près du bas d'un formulaire se trouvait un horodatage d'une chaîne d'emails internes. Il montrait un report de maintenance signé et approuvé par le commandant en second Dubois 24 heures avant l'incident. Il avait reporté les exercices pour gagner du temps. Mon père avait objecté et cette objection avait disparu, supprimée du dossier final. La colère est revenue comme de l'électricité statique sous ma peau. Il avait été blâmé pour l'échec, qualifié d'imprudent, tandis que le vrai coupable grimpait l'échelle de l'entreprise et vendait des séminaires de leadership pour des sommes à 6 chiffres. Je me suis versé une tasse de café noir, j'ai regardé les papiers sur ma table et j'ai pris une décision. Si Dubois avait construit sa carrière sur un mensonge, je le lui ferais affronter en public. 2 jours plus tard, j'ai appelé son bureau. Une réceptionniste a répondu avec un professionnalisme mielleux. L'agenda de Monsieur Dubois est complet pour les 2 prochaines semaines. Puis-je prendre un message? J'ai failli raccrocher, mais quelque chose en moi s'est durci. Dites-lui que le commandant Élise Lombard a appelé. Fille du capitaine de frégate Thomas Lombard, du croiseur Foch. Silence. Puis le ton de la femme a changé, prudent maintenant. Un instant. Elle est revenue 30 secondes plus tard. Il n'est pas disponible, mais il dit qu'il se souvient de votre père. Il a également demandé que tout contact ultérieur passe par son avocat. J'ai souri amèrement. C'était aussi bon qu'un aveu. Ce soir-là, je suis retourné au café de Jeanne. Elle réapprovisionnait la vitrine à pâtisserie quand je suis entré. On dirait que quelqu'un s'est battu avec un mur, a-t-elle dit, me versant une tasse avant même que je ne le demande. J'ai les documents, ai-je dit. La moitié d'entre eux ont l'air d'avoir été caviardés par un enfant avec un marqueur, mais il en reste assez pour prouver que Dubois a reporté les exercices. Jeanne a écouté tranquillement. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, du message de l'avocat, de mon plan. Je vais mettre ça en lumière, ai-je dit. Publiquement, peut-être dans le journal local, peut-être lors d'une audition. Je me fiche du bruit que ça fera. Jeanne a posé ses coudes sur le comptoir. Et que voulez-vous qu'il se passe une fois que ce sera connu? Je veux qu'il perde tout ce qu'il a construit sur la tombe de mon père. Elle m'a étudié un moment. Ça ressemble à de la vengeance, pas à la vérité. J'ai serré la mâchoire. Peut-être que c'est la même chose cette fois. Non, a-t-elle dit doucement. La vengeance veut détruire. La vérité veut guérir. Ces mots m'ont piqué parce qu'ils ressemblaient à quelque chose que mon père aurait dit. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un appel de mon oncle Rémi. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Tu remues encore de vieux fantômes, Élise? A-t-il dit sans préambule. J'ai pris une inspiration. Tu savais, n'est-ce pas, que Dubois avait enterré le rapport de papa? Il a soupiré. Quelle différence ça fait maintenant? La marine a clos ce chapitre il y a des années. Tu penses qu'ils vont te remercier de le rouvrir? Je me fiche des remerciements. Je me soucie de son nom. Son nom est très bien là où il est, a lancé Rémi. On se souvient de lui comme d'une victime, pas d'un scandale. Si tu commences à creuser, tu vas traîner toute la famille dans la boue à nouveau. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. La voix de Rémi est devenue un grognement. Tu penses que l'honneur, c'est déterrer des os? Ton père a fait des choix là-bas. Comme tout le monde. Laisse les morts en paix, Élise. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Le lendemain matin, une enveloppe blanche m'attendait sur mon paillasson. Pas d'adresse de retour, encore une fois. À l'intérieur se trouvait une autre copie du journal de maintenance,
mais celle-ci n'était pas caviardée. En bas de la page, claire comme le jour, se trouvait la signature de Dubois. Approuvé. Dubois. Exercice de sécurité reporté. Objection du CF Lombard notée. Mon souffle s'est coupé. Quiconque envoyait ces documents savait que j'étais proche, peut-être plus proche que Dubois ne le souhaitait. Une note était agrafée en haut. Il prend la parole à la salle du Rotary Club jeudi prochain. Apportez la vérité avec vous. Jeudi est arrivé vite. J'ai mis mon uniforme de cérémonie, le même que j'avais porté aux funérailles de mon père. Les médailles étaient polies, les boutons en laiton brillaient, et le poids du tissu était comme une armure. Quand je suis entré dans la salle du Rotary Club, l'air était épais d'après-rasage et de bavardage. Dubois se tenait près du podium, serrant des mains, souriant comme seuls les hommes de pouvoir habitués savent le faire. Il m'a repéré avant que je ne l'atteigne. Son sourire a vacillé. « Commandant Lombard », a-t-il dit prudemment. « Je ne vous attendais pas, je ne suis pas venu pour le café. » Son avocat, un homme lisse dans un costume gris, s'est avancé. « Si vous avez une affaire à discuter, commandant, ce n'est pas l'endroit. » « Oh, je pense que si. » J'ai sorti le document de mon dossier et je l'ai tendu à Dubois. « Vous reconnaissez votre signature ?» Il y a jeté un coup d'œil, sa mâchoire se crispant. « Je ne sais pas ce que c'est. » C'est votre autorisation d'annuler les exercices de sécurité sur le Foch. Les mêmes exercices qui auraient pu sauver 6 hommes, y compris mon père. Des murmures se sont répandus dans la foule. L'avocat de Dubois m'a attrapé le bras en chuchotant « Vous faites une scène. » C'est l'idée, ai-je dit en me dégageant. Le sang-froid de Dubois s'est fissuré. C'étaient des décisions prises sous pression opérationnelle. Je ne serai pas jugé par quelqu'un qui ne comprend pas la responsabilité du commandement. Peut-être que vous avez raison, ai-je dit calmement. Mais je comprends quelque chose que vous ne comprenez pas, la responsabilité. La foule regardait en silence. Dubois m'a repoussé le papier, la voix basse. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous frottez. Mon père non plus, ai-je dit. Il a fait confiance au système. Regardez où ça l'a mené. Je me suis retourné et je suis sorti avant que quiconque puisse m'arrêter. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de libération. Des années de silence venaient de se briser. Ce soir-là, je suis retourné au café de la seconde chance. Jeanne essuyait les tables alors que le café fermait. « L'avez-vous fait » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Devant une centaine de personnes. Elle m'a étudié longuement. « Et comment vous sentez-vous » Pas encore sûr, ai-je admis. Soulagé. En colère. Peut-être les deux. Jeanne a versé 2 tasses et en a glissé une sur le comptoir. La vérité a son propre rythme. Elle ne sonne pas toujours comme une victoire au début. J'ai regardé dans la tasse, la vapeur embuant m'a vue. Il va essayer de déformer les faits. Il est trop puissant pour ne pas le faire. Alors assurez-vous que le prochain chapitre ne soit pas le sien, a-t-elle dit. Racontez l'histoire publiquement, mais racontez-la bien. Ces mots m'ont stabilisé. J'avais passé des années à suivre des ordres. Maintenant, j'avais ma propre mission, laver le nom de mon père, non pas avec vengeance, mais avec des preuves, une voix et de la lumière. J'ai pris une dernière gorgée de café, froid mais fort, et je me suis murmuré, cette fois, la vérité parlera en premier. Quand on grandit en étant la fille d'un soldat, on apprend tôt que l'honneur ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Parfois, il s'accompagne de bleu, de silence, ou du fait de se tenir dans une pièce pleine de gens qui voudraient simplement que vous vous asseyiez. La confrontation au Rotary Club s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, un petit blog d'information locale titrait « Un ancien cadre de la marine interpellé sur un incident de navire vieux de 10 ans ». Ce n'était pas la une des journaux, mais c'était suffisant pour réveiller les braises. Des vétérans ont commencé à m'envoyer des emails, certains de soutien, d'autres hostiles, la plupart simplement confus. Jeanne a appelé ce soir-là. « Vous avez agité l'eau » a-t-elle dit. « Maintenant, vous devez décider quoi faire du courant. »« Je veux faire ça bien » lui ai-je dit. Pas juste une autre dispute en ligne. Quelque chose où les gens peuvent voir la vérité, où ils peuvent poser des questions. Elle a réfléchi un instant. La salle paroissiale de l'autre côté de la rue. Le groupe du petit déjeuner des vétérans l'utilise une fois par mois. Je connais le coordinateur.
Si vous voulez un endroit, vous en avez un. J'ai hésité. Vous pensez que quelqu'un viendra? Jeanne a souri doucement. La vérité a une meilleure audience que vous ne le pensez. Une semaine plus tard, des chaises pliantes remplissaient le petit sous-sol de l'église. L'air sentait le café, le désinfectant et quelque chose de frit, probablement les restes d'un dîner de poisson de la veille. Des drapeaux étaient accrochés au mur. J'ai reconnu des visages, le maître principal Martin, le technicien radar Bernard, quelques anciens du petit déjeuner des vétérans. Même mon oncle Rémi se tenait au fond, les bras croisés sur sa poitrine. À la table d'honneur se trouvaient Étienne Dubois et son avocat, tous deux le visage de pierre. Ils n'avaient pas accepté cela de leur plein gré. La pression publique et quelques appels insistants d'un groupe de défense des vétérans leur avaient rendu le refus difficile. Jeanne versait du café dans des gobelets en carton le long du mur du fond. Gardez une voix stable, m'a-t-elle murmuré en passant à côté de moi. Vous n'êtes pas ici pour crier. Vous êtes ici pour tenir bon. J'ai pris le petit pupitre, mes mains tremblant derrière mes notes. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Je suis le commandant Élise Lombard, des fusiliers marins, à la retraite. Mon père était le capitaine de frégate Thomas Lombard de la Marine nationale. Il y a 15 ans, lui et 6 marins sont morts à bord du croiseur Foch lors de ce qu'on a appelé une défaillance système. Mais de nouvelles preuves montrent que ce n'est pas la mer qui les a trahis. C'était le commandement. J'ai brandi le document. Ces journaux de bord, récemment découverts, confirment que les exercices de sécurité requis ont été reportés par le commandant en second de l'époque, Étienne Dubois. Mon père a objecté. Son objection a été retirée du dossier. Ce sont des faits, pas des opinions. L'avocat de Dubois a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Vous aurez votre tour. J'ai attendu assez longtemps le mien. J'ai regardé la foule, des hommes avec des médailles sur leur veste, des veuves tenant des drapeaux pliés, des petits-fils en chemise à carreaux. Mon père est mort en étant qualifié d'imprudent. Je l'ai cru. J'ai porté cette honte comme une seconde peau. Mais j'ai appris que le silence peut enterrer la vérité plus profondément que n'importe quel océan. Un murmure a parcouru la salle. Le maître principal Martin s'est avancé, la voix ferme. Elle dit la vérité. Lombard a prévenu Dubois avant la tempête. Nous savions tous que ces exercices étaient en retard. Bernard a ajouté, il est resté sur le pont pour maintenir ce navire stable, il nous a sauvés, moi et 2 autres. J'ai vu la mâchoire de Dubois se contracter. Son avocat s'est penché, lui chuchotant quelque chose, mais Dubois l'a repoussé d'un geste. Pour la première fois, il avait l'air humain. Pas un visage d'entreprise, mais un homme acculé par son propre passé. Il s'est levé lentement, lissant sa cravate. Vous voulez la vérité? Très bien. Les exercices ont été retardés. Le matériel était en réparation. Le capitaine de frégate Lombard n'était pas d'accord, et j'ai pris la décision. J'étais le commandant en second. C'était ma décision. Votre mauvaise décision, ai-je dit doucement. Il a hésité, puis a légèrement hoché la tête. Oui, c'en était une. Un silence stupéfait a rempli la pièce. Même les cafetières ont cessé de gargouiller. Dubois a baissé les yeux, la voix rauque. Je me suis dit que c'était juste un problème d'horaire, que nous rattraperions le temps plus tard, mais je savais que la tempête arrivait. Je savais que Lombard avait raison. Quand les alarmes ont sonné cette nuit-là, il est resté sur le pont pendant que j'étais en bas à vérifier des journaux de bord qui n'auraient plus d'importance dans 10 minutes. Il a fait ce que j'aurais dû faire. Son avocat a chuchoté avec urgence, mais Dubois l'a ignoré. Vous voulez votre vengeance, commandant Lombard? Vous l'avez. Vous venez de dépouiller le dernier mensonge que je me racontais. J'ai secoué la tête. Non, monsieur. Je ne veux pas de vengeance. Je veux que le nom de mon père soit réhabilité. Dubois a cligné des yeux, stupéfait par mon calme. Et ensuite? Ensuite, vous réparez les choses. Vous pouvez commencer par dire à la marine ce que vous venez de nous dire. Il a regardé autour de lui, les témoins, les vétérans silencieux, les mains jointes. Finalement, il a hoché la tête. Je ferai une déclaration. Publiquement. Je lui dois bien ça. J'ai expiré lentement, la tension se relâchant enfin. La foule a commencé à s'agiter à nouveau. De légers applaudissements ont résonné comme des gouttes de pluie. Mon oncle Rémi s'est avancé,
les yeux humides. Élise, a-t-il dit, la voix brisée. J'aurais dû te croire. J'avais peur. Peur de perdre le peu qui nous restait. J'ai répété ce que les gens disaient de ton père parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. On fait tout ce qui est facile parfois. Il l'a serré en retour, chuchotant, « Je suis fier de toi ». Cela m'a presque brisé. Après la réunion, les gens sont restés, s'embrassant, murmurant un merci, laissant des pièces dans la boîte à dons pour l'église. Jeanne a préparé une dernière cafetière, son regard croisant le mien de l'autre côté de la pièce. Quand tout le monde fut parti, elle s'est approchée et a dit doucement, « Vous ne l'avez pas détruit. » Je n'avais pas à le faire, ai-je dit. Il s'est détruit lui-même. Jeanne a hoché la tête. C'est ce que fait la vérité quand elle trouve enfin la lumière du jour. Je suis resté là un long moment, écoutant les échos s'estomper dans la salle vide, le cliquetis des chaises pliantes, le craquement du vieux bois, le léger bourdonnement des néons. Pendant des années, j'avais imaginé la justice comme quelque chose de bruyant et de final, comme un coup de marteau ou un coup de feu, mais il s'est avéré que la justice pouvait aussi être silencieuse. Parfois, elle ressemble juste à un homme qui dit enfin la vérité. Quand je suis sorti, le ciel du soir était d'un violet meurtri, des nuages dérivant au-dessus du clocher de l'église. J'ai regardé le zippo dans ma main, je l'ai ouvert et j'ai chuchoté, « On l'a fait, papa. On a dit la vérité. » La flamme a vacillé une fois, stable et dorée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. La semaine suivante a été comme un enlevé de soleil, du genre qui ne vous aveugle pas d'un coup, mais qui réchauffe tout ce qu'il touche. La marine a publié un addendum officiel à l'enquête sur le Foch. Pour la première fois, le dossier du capitaine de frégate Thomas Lombard mentionnait le service avec honneur. L'amendement était bref, un paragraphe enfoui sur un site web du gouvernement, mais pour moi, il signifiait tout. Le nom de mon père avait enfin été sorti de l'ombre. Une petite cérémonie a suivi au centre communautaire. Pas de caméra, pas de journalistes, juste une poignée de vétérans et un drapeau plié avec soin sur la table. Dubois était là aussi. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs de la réunion. Peut-être que la vérité l'avait vieilli en une nuit. Quand nos regards se sont croisés, il a fait un petit signe de tête respectueux. Pas de mots, aucun n'était nécessaire. À la fin de l'événement, Dubois s'est approché de moi discrètement. « Commandant Lombard, a-t-il dit, la voix stable mais lourde. J'ai démissionné du conseil d'administration de l'entreprise. Je suis en train de créer une bourse d'études sur la sécurité au nom de votre père pour les cadets de la marine qui déposent les rapports que d'autres ignorent. Je l'ai étudié un instant. Il n'y avait aucune performance dans son ton, aucun vernis, juste un homme réduit à ce qu'il restait de sa conscience. C'est un début, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. C'est le moins que je puisse faire. Ce soir-là, je suis allé chez ma mère, une petite maison de plein pied dans la banlieue de la Valette du Var qui n'avait pas changé depuis que j'étais enfant. La lumière du porche clignotait, comme toujours. Quand elle a ouvert la porte, son visage était plus âgé, plus doux en quelque sorte. « J'ai vu les nouvelles », a-t-elle dit doucement. « Ils ont enfin corrigé le tir. » Je suis entré. L'air sentait le café et le cirage à meubles, et autre chose comme la lavande et la poussière, l'odeur du souvenir. Sur la table de la salle à manger se trouvait une pile de vieilles lettres attachées avec un ruban bleu marine. « J'ai trouvé ça après les funérailles de ton père », a-t-elle dit en s'asseyant. Je n'ai jamais eu le cœur de les lire. Peut-être qu'il est temps. J'ai dénoué le ruban avec des doigts prudents. La plupart étaient des journaux de bord officiels, des lettres de camarades de bord, mais près du bas, il y avait une enveloppe marquée simplement Élise. L'écriture m'a glacé. Je l'ai ouverte lentement, le papier fragile mais encore net sur les bords. Élise, si jamais tu tombes sur ceci, ça veut dire que je ne suis pas rentré à la maison. Tu as toujours eu plus de courage que je ne t'en ai appris. Tu suis les ordres, mais tu penses par toi-même, c'est rare. S'il y a une leçon que j'ai laissée inachevée, c'est celle-ci, l'honneur n'est pas l'absence d'erreur. C'est ce que tu fais après. Si jamais tu te sens perdu, recommence tout avec la vérité. Je t'ai élevé pour que tu choisisses le courage plutôt que le confort. Je suis fier de toi, peu importe ce que tu choisiras ensuite. Papa. Ma gorge s'est nouée. J'ai plié la lettre doucement, la serrant contre ma poitrine. Il savait, ai-je murmuré. Même à l'époque.
maman a souri à travers ses larmes. Il a toujours su que tu retrouverais ton chemin. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Jeanne au café de la seconde chance. L'endroit était plus fréquenté que d'habitude, probablement à cause de l'histoire qui se propageait parmi les vétérans locaux. Une pancarte peinte à la main au-dessus du comptoir indiquait désormais « Soirée seconde chance chaque premier vendredi ». Jeanne a expliqué en versant 2 cafés. Dubois m'a contacté après l'audition. Il a proposé de financer une rencontre mensuelle pour les vétérans et leurs familles, un espace pour parler, comparer les dossiers, s'entraider avec les démarches administratives. Nous appelons ça le programme Lombard. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sérieuse? Elle a hoché la tête. La vérité doit continuer à travailler, sinon elle se fane. Cet endroit la gardera vivante. J'ai regardé autour de moi. Le café était devenu plus qu'un simple café, une station de réparation silencieuse pour les histoires brisées. Dans un coin, un vétéran d'Indochine expliquait à un jeune fusilier marin comment demander une médaille manquante. Près de la fenêtre, une veuve lisait une lettre à voix haute à 2 étrangers qui écoutaient sans l'interrompre. C'était le son de la guérison, petit, imparfait, humain. Plus tard, alors que la foule se clairsemait, mon oncle Rémi est entré. Il avait l'air hésitant au début, tenant son chapeau maladroitement à 2 mains. J'ai entendu parler de cette réunion, a-t-il dit. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider. Je m'y connais un peu en paperasse. Jeanne a souri. On a toujours besoin d'un homme qui peut dompter la bureaucratie. Rémi m'a regardé, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Ton père aurait aimé ça. Il ne croyait pas aux grands discours. Juste à réparer ce qui est cassé. J'ai souri. Je suppose qu'on est enfin en train de le faire. Nous sommes restés assis un moment, parlant du bon vieux temps. L'air sentait les grains torréfiés et la pluie qui commençait à tomber dehors. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre du café. Non pas la femme hantée qui était entrée des semaines auparavant, mais quelqu'un de plus léger, de plus stable. Ce soir-là, avant de rentrer chez moi, je me suis tenu seul sous l'auvent du café. La pluie était régulière, mais chaude. J'ai sorti le zippo de mon père, je l'ai ouvert et j'ai regardé la flamme danser sous la bruine. Tout recommencer, c'est dire la vérité. Il avait eu raison depuis le début. Recommencer ne consistait pas à démolir les autres. Il s'agissait de se reconstruire soi-même, morceau par morceau, même si les mains tremblaient. J'ai pensé à la confession de Dubois, à la bourse d'études, aux vétérans échangeant des histoires à l'intérieur. Ce n'était pas la vengeance qui réparait quoi que ce soit. C'était la restauration. C'était la différence entre la justice et la ruine. Le lendemain matin, je suis allé au cimetière militaire. Je n'y étais pas retourné depuis des années. Sa pierre tombale était simple, du genre qu'il aurait choisi lui-même. Capitaine de frégate Thomas Lombard, Marine nationale. Service avec honneur. Je me suis agenouillé, j'ai balayé les feuilles et j'ai placé le reçu à côté de la pierre. L'encre était presque effacée maintenant, mais je pouvais encore lire les mots « Revenez quand vous serez prête à tout recommencer ». Je suis revenu, ai-je murmuré. Et je n'ai pas encore fini. Le vent a fait bruire les drapeaux à proximité, et pendant un instant, j'ai presque pu entendre sa voix, calme, stable, fière. Alors que je me levais pour partir, mon téléphone a vibré. C'était un email d'un rédacteur en chef d'un journal régional que j'avais rencontré lors de la réunion. Sujet, idée de reportage, restaurer l'honneur. Il voulait que j'écrive sur l'expérience, sur les familles de militaires et le coût du silence. J'ai souri. Oui, papa, ai-je murmuré. Je vais leur raconter. Quand je suis monté dans la voiture, la pluie avait cessé et la lumière du soleil perçait à travers les nuages. Le monde avait l'air propre à nouveau. Parfois, la réparation ne vient pas sous la forme d'excuses ou d'une médaille. Parfois, elle vient sous la forme d'un matin calme et de la liberté de respirer sans culpabilité. 6 mois plus tard, le café de la seconde chance était à peine reconnaissable du café tranquille où j'étais entré pour la première fois. Les murs arboraient désormais des photos encadrées de vétérans et de leurs familles, chacune avec une courte légende manuscrite en dessous, tout recommencer, trouver la paix. Dire la vérité. Chaque premier vendredi, l'endroit se remplissait de gens qui avaient un jour juré qu'ils n'avaient plus d'histoire à raconter. Il y avait des marins à la retraite, des infirmiers de l'armée, des épouses de soldats, et même quelques lycéens travaillant sur un projet d'histoire. Ils venaient pour le café, mais ils restaient pour les histoires.
Jeanne appelait ça une thérapie de groupe déguisée. Elle portait toujours le même tablier et se déplaçait avec le calme de quelqu'un qui avait déjà appris toutes les leçons importantes de la vie. J'avais pris une table permanente près de la fenêtre, la même où je m'étais assise quand elle m'avait tendu le briquet de mon père. De là, je pouvais regarder la lumière du soleil filtrer à travers la vitre et se poser sur la petite plaque que nous avions accrochée près de la porte. Capitaine de frégate Thomas Lombard, parce que l'honneur, c'est dire la vérité. Chaque fois que je la regardais, je ressentais ce mélange familier de douleur et de paix. Après que la marine a corrigé le dossier, j'ai recommencé à écrire. Pas des rapports ou des articles pour les clics, mais le genre d'histoires qui font que les gens s'arrêtent et ressentent quelque chose. Le premier article que j'ai publié s'intitulait « Restaurer l'honneur », sur mon père, Dubois, et le long chemin entre le silence et le pardon. Ce n'était pas un article de vengeance. C'était une histoire sur ce qu'il en coûte de faire ce qui est juste. La réponse m'a choqué. Des lettres ont commencé à arriver. De vraies lettres manuscrites de veuves de vétérans, de petits-fils qui n'ont jamais su ce qui était arrivé à leur grand-père, d'anciens camarades de bord qui voulaient parler des choses qu'ils avaient enfouies pendant des décennies. Certains me remerciaient, d'autres avaient juste besoin d'être entendus. Une lettre venait d'une femme du Finistère dont le mari était mort dans un accident d'hélicoptère classé comme erreur de pilotage. Elle a écrit « Je pensais que la justice signifiait que quelqu'un paye. Maintenant, je pense que la justice, c'est raconter ce qui s'est vraiment passé pour que je puisse respirer à nouveau. » C'est là que j'ai réalisé que cette histoire n'était plus la mienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient un jour été réduits au silence par la paperasse ou l'orgueil. Mon oncle Rémi est devenu le coordinateur officieux du programme Seconde Chance. Il venait chaque semaine, porte-bloc à la main, aidant les vétérans à naviguer dans les demandes et à retrouver des dossiers manquants. L'homme qui m'avait un jour dit de laisser le passé enterré était maintenant le plus fervent défenseur de le déterrer correctement. Maman le rejoignait parfois, préparant des biscuits pour les réunions du vendredi. Elle ne pouvait toujours pas parler de papa longtemps, mais elle souriait maintenant quand son nom était mentionné. C'était un progrès. Dubois n'est jamais réapparu en personne, mais chaque mois, un don arrivait dans une enveloppe sans adresse, destinée au fond du programme Lombard. Je n'avais pas besoin de sa présence. Sa reconnaissance était suffisante. Jeanne gardait la première lettre que j'avais écrite sur le café encadré derrière le comptoir. Pas pour ce que tu as écrit, m'a-t-elle dit, mais pour ce que ça a déclenché. Elle avait raison. Le café n'était plus seulement un lieu. C'était un pont. Chaque conversation ici était une nouvelle planche posée entre la douleur et la guérison. Un après-midi, après que tout le monde fut parti, Jeanne a versé 2 tasses et s'est assise en face de moi. La lumière du soleil frappait le bord de ses lunettes, les rendant dorées. Alors, a-t-elle dit, quelle est la suite pour le commandant Lombard? J'ai souri. Juste Élise, maintenant. Elle a haussé un sourcil. Très bien, juste Élise. Quelle est la suite? Je pense à développer la chronique, en faire une série. Tout recommencer. Des histoires de gens qui reconstruisent leur vie après avoir tout perdu. Vétérans, civils, tous ceux qui ont trouvé un moyen de revenir. Jeanne a souri. Ça ressemble au bon type de travail. C'est ce que je ressens, ai-je dit. Je suppose que je sais enfin ce que papa voulait dire. Elle a hoché la tête. Tout recommencer, ce n'est pas oublier le passé. C'est faire la paix avec lui. Ces mots flottaient dans l'air comme un hymne. Plus tard cette semaine-là, je suis retourné au cimetière militaire. Le soleil du Var était haut, cuisant l'herbe et rendant les pierres tombales pâles comme des os. Je me suis agenouillé près de la tombe de mon père, époussetant les lettres gravées. J'ai le poste, papa, ai-je murmuré. Ils appellent ça la série Tout recommencer. Tu es la première histoire. Le vent a fait bruire le drapeau au-dessus de moi, stable et rythmé comme un battement de cœur. J'ai sorti de mon sac le vieux reçu du café, celui qui avait tout commencé. L'encre était presque partie maintenant, mais le message était toujours là. Revenez quand vous serez prête à tout recommencer. Je suppose que je l'étais enfin, ai-je dit doucement. J'ai glissé le reçu sous la petite pierre à la base de sa tombe, de la même manière que les soldats laissent parfois des pièces sur une tombe pour dire « j'étais là, on se souvient de toi ». Ce soir-là, je suis retourné au café de la Seconde Chance pour la réunion mensuelle. L'endroit était plein, les voix basses mais chaleureuses, comme un bourdonnement constant d'appartenance. J'ai fait mon petit discours habituel sur la manière de demander d'anciens dossiers de service, de faire appel,
de continuer même lorsque le système oublie votre nom. Quand les questions se sont terminées, j'ai regardé la salle et j'ai dit, si quelqu'un ici pense qu'il est trop tard pour arranger les choses, vous avez tort. La vérité n'expire pas. Elle attend juste que nous soyons assez courageux pour la trouver. Les gens ont hoché la tête, certains essuyant des larmes, d'autres souriant à travers elle. Après, une jeune femme s'est approchée de moi. Peut-être la vingtaine, un écusson de la réserve sur sa veste. Elle m'a tendu un morceau de papier plié. J'ai trouvé ça dans les affaires de mon père, a-t-elle dit. Il y a juste écrit, retrouve-moi au café de la seconde chance. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence jusqu'à ce que j'entende votre histoire en ligne. J'ai souri. Ce n'est jamais une coïncidence, lui ai-je dit. Parfois, les gens que nous perdons savent encore où nous envoyer. Elle a ri doucement, puis m'a serré dans ses bras, et j'ai senti quelque chose changer, comme un cercle qui se ferme et un autre qui s'ouvre juste derrière. Quand la foule s'est clairsemée, je me suis rassise à ma table, sirotant le reste de mon café. Dehors, le crépuscule tombait, l'enseigne au néon clignotant doucement dans la fenêtre. Jeanne essuyait les comptoirs en fredonnant un vieil air de la marine. J'ai sorti le zippo de ma poche, je l'ai ouvert et j'ai regardé la flamme prendre un instant avant de le refermer. Ce petit éclair de lumière était devenu mon rappel que rien ne se termine vraiment. Ça change juste de forme. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à regarder le monde ralentir. Puis je me suis penché vers le micro que nous utilisions pour nos enregistrements et j'ai parlé doucement pour le prochain épisode. Parfois, tout recommencer n'est pas un choix, c'est un appel. C'est l'univers qui murmure, tu n'as pas encore fini.